Chers consoeurs et confrères, j'espère que vous allez bien. Alors, comme on le sait tous très bien, l'électrocardiogramme reste l'examen clinique le plus mystérieux, là où l'étudiant en médecine garde des lacunes, malheureusement. Je dis malheureusement parce que c'est un examen tout simple à réaliser qui peut sauver une vie assez rapidement. Mais bon, ce n'est pas trop la faute de l'étudiant, on lui balance un tas d'informations pendant tout le cursus et il y a presque plus de place pour cet ECG, ou dois-je dire ce papyrus. Mais ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, on va se concentrer sur comment ne pas passer à côté des ECG les plus fréquemment rencontrés. Donc à la fin de cette vidéo, la lettre d'orientation pour avis spécialisé, c'est-à-dire le fameux cher confrère au secours, va se faire de plus en plus rare, on l'espère. Avant de commencer, les différents types d'électrocardiogrammes communs, d'abord, qu'est-ce qu'un ECG interprétable? Eh bien, c'est en premier un ECG où figure l'heure et la date de sa réalisation. Un ECG nommé, c'est très important. Deuxièmement, un ECG de 12 dérivations non parasitées. Regardez la ligne isoélectrique, si elle est bien horizontale et elle ne tremble pas. Si ça tremble, soit c'est parasité en rapport avec le branchement de l'appareil, ou bien le patient est tout simplement un parkinsonien qui tremble. Donc toujours corréler ce papier, l'électrocardiogramme, au contexte clinique. Troisièmement, on vérifie le bon positionnement des électrodes en regardant la dérivation AVR qui est la seule à être complètement à l'opposé de l'axe du cœur qui est lui vers le bas et la gauche, comme vous le voyez ici. Donc toutes les ondes seront négatives en AVR de l'onde P à l'onde T. C'est un repère à avoir. Et en dernier, l'étalonnage qui est très important à voir. Avant d'interpréter, ce qu'il faut retenir, c'est le 10-25. En calibre, 1 mV est égal à 10 mm d'amplitude. Je vous montre pourquoi ça doit être un réflexe, 10-25. Le CG numéro 1, vitesse normale à 25 mm par seconde. En bas, exactement le même ECG, mais avec une vitesse à 50 mm par seconde. Donc si je suis déréglé à 50 mm par seconde, je vais penser que la fréquence est tout à fait normale, qu'alors que mon patient est en tachycardie. Voilà, donc toujours ce fameux 10-25. Très bien. Maintenant qu'on a fini avec cette étape, on commence avec l'électrocardiogramme le plus commun et celui qui pose le plus de problèmes. Est-ce que le CG est tout à fait normal, oui ou non? Le rythme est-il sinusal ou pas? Donc, est-ce que le rythme est sinusal? Première condition, onde P doit être positif en D1 et D2, puisque c'est les dérivations qui suivent parfaitement l'axe normal du cœur. Deuxième condition, l'intervalle PR constant entre 0,12 et 0,2 secondes. Moins de 0,12, ce n'est pas le nœud sinusal qui délivre l'électricité, c'est ce qu'on appelle une préexcitation. Et au-delà de 0,2 secondes, on va le voir un peu plus tard dans la vidéo, c'est un BAV de premier degré. Troisième condition, chaque onde P est suivie d'un QRS et chaque QRS est précédé d'une onde P. Pourquoi on dit ça? Parce qu'on peut avoir dans un même ECG tous les QRS précédés d'une onde P, mais pas toutes les ondes P qui seront suivies d'un QRS. C'est le cas des ondes P bloquées. Deuxième électrocardiogramme commun, si je vous dis pas d'onde P visible en D1, D2, plus rythme irrégulier, vous me dites automatiquement fibrillation atriale et vous n'avez pas tort. Ça, c'était les critères majeurs. On peut avoir également une tachycardie à QRS fin, qui veut dire qu'elle est supraventriculaire. C'est des critères mineurs parce qu'on peut avoir des fibrillations atriales sur bloc de branche, organique ou fonctionnel. En gros, focalisez-vous sur les critères majeurs. Troisième ECG commun, cette fois-ci, j'arrive à distinguer des ondes grand F et non des ondes P, et celle-ci semble plus organisée que celle de la fibrillation atriale en ondes de scie ou toit d'usine, surtout visible dans les dérivations inférieures, c'est-à-dire D2, D3, AVF. C'est ce qu'on appelle un flotteur typique ou flotteur commun. L'astuce, c'est que dès que vous voyez une fréquence cardiaque à 150 par minute, pensez soit à un flotteur 2 pour 1 ou bien à une tachycardie atriale. Alors si vous arrivez à distinguer ces ondes grand F en toit d'usine, eh bien le diagnostic est totalement fait.
Ici, on voit bien la différence entre un flotteur 2 pour 1 avec une activité atriale bien organisée. C'est les mêmes ondes F sur tout le CG, bien régulière. Et de l'autre côté, une activité atriale complètement anarchique, c'est celle de la fibrillation atriale. Quatrième électrocardiogramme commun, un complexe QRS prématuré plus repos compensateur, c'est ce qu'on appelle une extrasystole. Le QRS est fin, donc c'est supraventriculaire. L'extrasystole auriculaire, comme son nom l'indique, il y a une onde P qui précède le QRS, mais sa morphologie est différente de celle provenant d'une sinusale. Et l'extrasystole jonctionnelle se présente soit sans onde P, donc juste un QRS fin prématuré, ou comme dans l'image, elle est plutôt rétrograde et vient après le QRS. L'extrasystole ventriculaire se présente avec un QRS plutôt large, avec l'onde T inversée au complexe QRS, et toujours le repos compensateur. Voici un bon exemple d'extrasystoles ventriculaires nombreuses. Elles viennent toutes sans onde P juste après l'onde T du QRS sinusal précédent et elles s'accompagnent d'un repos compensateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce temps entre la fin de l'onde T et le début du QRS de l'extrasystole ventriculaire, plus il est court, plus il peut déclencher des tachycardies ventriculaires polymorphes, voire des torsades de pointe. C'est ce qu'on appelle le phénomène R sur T. Ce qui nous amène au sixième ECG commun, c'est les tachycardies ventriculaires. Donc, à partir du moment où on a une succession de plus de 3 ESV à QRS large avec une fréquence cardiaque supérieure à 120 cycles par minute, on parle de tachycardie ventriculaire. Et elle est dite soutenue si elle dépasse les 30 secondes et non soutenue si elle est inférieure à 30 secondes. Le diagnostic différentiel se pose surtout avec les tachycardies supraventriculaires avec bloc de branche. Voici quelques éléments en faveur d'une tachycardie ventriculaire. Retenez surtout les QRS positifs en AVR. Entre autres, on peut avoir une durée de l'onde Q en D2 supérieure à 50 millisecondes ou bien une onde R en V1 supérieure ou égale à 40 millisecondes. Et si vous avez de la chance de tomber sur des complexes de fusion ou de capture, votre diagnostic est certainement une tachycardie ventriculaire. Ce sont des signes les plus spécifiques. Le QRS d'une capture veut dire capture sinusale, donc il s'affine et ressemble à celui de l'ECG de base. Le QRS d'une fusion, il sera intermédiaire, comme son nom l'indique, il fusionne entre celui de base et celui de la tachycardie. La torsade de pointe, qui résulte d'un phénomène R sur T, est une sorte de tachycardie ventriculaire polymorphe d'amplitude fluctuante. C'est plutôt une torsion autour de la ligne isoélectrique. C'est bien évidemment une urgence. Une perfusion de magnésium plus potassium s'impose rapidement. De l'isuprel pour dépasser le rythme de la tachycardie et casser le circuit. Et tout trouble du rythme grave peut virer vers l'électrocardiogramme commun numéro 7, la monstrueuse fibrillation ventriculaire. Alors ce tracé, oui, il ressemble le plus à un papyrus, je vous l'accorde. On a une activité électrique complètement anarchique, sans distinction d'onde de P ou QRS, avec des complexes d'amplitude et durée variables. Et la suite, si on ne choque pas, c'est le tracé plat. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne choque jamais un tracé plat, mais plutôt on réalisera un massage cardiaque. Huitième électrocardiogramme, les blocs de branche et les fameux RSR' en V1 ou V6, à gauche ou à droite. Je sens votre douleur, ne vous en faites pas, on est là pour la soulager. On commence avec le bloc de branche gauche qui regarde mieux à gauche, et bien c'est plutôt les V5, V6. Donc le RSR' ou la lettre M dessinée sera visible dans ces dérivations-là. Et à l'inverse, en V1, V2, donc l'opposé, une onde S profonde avec rabotage de l'onde R, c'est l'aspect en W. Par ailleurs, l'axe est hypergauche et les QRS sont plutôt larges, supérieurs à 120 millisecondes pour parler d'un bloc de branche complet. Maintenant, on raisonne inversement pour le bloc de branche droit. Les dérivations V1, V2 vont voir le RSR', c'est ce qui nous donne l'aspect en M, et on aura un RS ou W en V6.
En fait, les R', c'est juste le résultat du retard d'activation du côté de la branche malade. Pour résumer, j'aime bien cette slide. Donc BBG, c'est W en V1, M en V6. BBD, c'est M en V1 et W en V6. Encore un ECG dont le pronostic vital peut être mis en jeu, et je compte sur vous pour ne pas les rater, c'est les BAV. Alors en premier, le BAV premier degré tout simple, c'est juste un PR constant, mais supérieur à 200 millisecondes. BAV de deuxième degré, Mobitz 1, c'est un PR qui augmente à chaque cycle jusqu'à le blocage d'une onde P. Le BAV deuxième degré Mobitz 2, les PR sont constants et paf, une onde P inopinément bloquée. Et à partir de là, on va parler d'implantation de notre patient. Ensuite, une variante du blocage inopiné cette fois. Le blocage est rythmé, on appelle ça un BAV de haut degré, soit 2 pour 1, donc pour 2 ondes P, une seule est conduite, ou 3 pour 1, pour 3 ondes P, une seule est conduite. Et pour finir, la dissociation complète entre onde P et QRS, chacun son rythme, chacun sa danse, c'est le bloc auriculo-ventriculaire de 3e degré. Alors si les QRS sont larges, on l'appelle infranodal. Et pour finir, l'un des ECG les plus fréquents à ne pas méconnaître, c'est le sus-décalage du segment ST. Alors le segment ST est normalement isoélectrique. Son élévation peut avoir plusieurs causes. Bloc de branche, hypertrophie ventriculaire gauche, péricardite, myocardite. Mais celle qui nous intéresse ici, c'est l'infarctus du myocarde. Donc le STEMI, pour avoir le diagnostic du STEMI à l'électrocardiogramme, on a besoin d'un sus-décalage dans au moins 2 dérivations contiguës pour former un territoire vasculaire. Et l'amplitude requise en V2, V3 pour parler de STEMI sera supérieure ou égale à 2,5 mm chez l'homme de moins de 40 ans, supérieure ou égale à 2 mm chez l'homme de plus de 40 ans, et chez les femmes, c'est supérieur ou égal à 1,5 mm. Pour les autres dérivations, on n'aura besoin que d'un seul millimètre, voire moins, 0,5 mm dans les dérivations postérieures, V7, V8, V9. Une fois qu'on a distingué où le sus-décalage est significatif, on détermine le territoire. Les plus fréquents, le latéral c'est le V5, V6, D1 AVL, l'inférieur c'est le D2, D3 AVF, et de V1 à V4 c'est un entérocepto apical. Voilà, pour finir, mes chers consoeurs et confrères, je vous dis croyez en vous et l'interprétation de l'ECG sera à vous. Je vous remercie.